Bonjour, bienvenue mesdames, mademoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne des informations contre les mésinformations. Nous sommes aujourd'hui jeudi 13 juillet 2023. Vous savez que hier c'était l'anniversaire ou soit la commémoration des 5 ans d'existence de notre agence partenaire JC4 Service Agency. On a fêté hier, nous étions là, on a passé une nuit un peu fatiguée avec des fatigues. Et ce matin, nous nous sommes réveillés avec une nouvelle qui est tombée comme une bombe. Déjà, on vient nous signaler dans le média intervieweur.cd, les médias en ligne, qui a publié ce matin en disant que Chéribin Okende retrouvé mort dans sa Jeep sur poids lourd. Également les médias en ligne neticnews.net qui a publié urgent enlevé depuis hier, Chéribin Okende retrouvé mort ce matin à Kinshasa dans sa Jeep. Nous avons également les médias en ligne congopresse.net qui a publié Kinshasa, les porte-parole d'Ensemble pour la République, Chéribin Okende, retrouvé mort ce matin. Alors il y a eu beaucoup de médias qui ont publié. On va en parler aujourd'hui jeudi avec les deux analystes politiques. Ils sont journalistes et politiques. Nous allons échanger avec eux sur l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa qui sévit depuis un certain temps. Vous savez que les procès des kidnappeurs, après les procès des kidnappeurs, nous sommes aujourd'hui réveillés avec cette nouvelle vraiment qui fait vraiment pitié. Surtout, c'est pas ça une façon de faire la politique. Nous allons également parler sur la dépréciation du taux d'échange en République démocratique du Congo, les francs congolais qui continuent de perdre sa vraie valeur. Alors, on en discute avec Monsieur Richard Mani. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. C'est un réel plaisir pour nous d'être encore dans ces plateaux, mais c'est Jean Christophe. Et de l'autre côté, nous avons monsieur Nathan Bewa. Il est également analyste politique, consultant maison. Tous deux sont consultants maison. Nous allons échanger avec eux. Bonjour, monsieur Nathan. Bonjour, monsieur Christophe. Merci beaucoup pour. C'est un réel plaisir pour nous d'être dans ce plateau pour discuter ensemble. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, nous allons discuter sur l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, et surtout avec cette nouvelle qui nous est parvenue ce matin déjà. On nous a signalé l'assassinat du porte-parole du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Et ici, on parle de l'ancien ministre des Transports et Voies des Communications, Chéribin Okende. Monsieur Richard Mani, comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle ce matin déjà? Bon, monsieur le journaliste, bon, moi personnellement, c'est une triste nouvelle. Bon, pour moi, je ne sais même pas comment analyser cet événement, selon moi. Moi, la question que je me pose est de savoir comment on peut enlever une autorité, un homme d'État comme Chéribin Okende, depuis chose grave au parking de la Cour constitutionnelle. Alors nous allons en revenir, M. Nathan Béou, comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle? Moi aussi de même, je suis dans la même direction que mon frère. La nouvelle m'a vraiment choqué, voir qu'une autorité comme lui, il a des sécurités. On nous dit que non, il a été kidnappé. Bon, je me pose la question aussi, il n'était pas accompagné de ces gardes du corps. Je ne sais pas, jusque là nous sommes dans l'interrogatoire. Alors, est-ce qu'ici, c'est un problème politique, ou soit parce qu'on parle de l'insécurité depuis ces derniers temps dans la ville-province de Kinshasa, ça pourrait être un problème politique, il avait des antécédents avec ses collaborateurs, ou soit avec ses opposants, ou soit c'est juste une coïncidence, bien qu'il soit homme d'État, mais il peut aussi arriver, peut-être que ces gardes du corps n'étaient pas peut-être réveillés pendant son enlèvement, comme on a annoncé dans certains journaux, qu'il a été enlevé et puis devant la Cour constitutionnelle, il paraîtrait. Est-ce que c'est juste un assassinat causé par peut-être sa vie politique ou soit c'est une coïncidence due aussi à l'insécurité qui sévit ces derniers temps dans la ville-province de Kinshasa? Pour l'instant, il n'y a pas moyen d'affirmer ou de tenir des propos un peu convaincants à la public parce que nous ne sommes pas encore saisis des enquêtes qui sont menées par la justice. Les autorités compétentes, oui, surtout la police. Oui, les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya vient de dire maintenant que non, le gouvernement a saisi les membres de la sécurité pour faire des recherches. Après ça, on saura qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on pourra dire et qu'est-ce qu'on peut opiner sur ce qui suit. Et M. Richard Mani, aujourd'hui, l'ancien ministre Chéribin Okende, le porte-parole du parti de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe, n'est plus. Il a été retrouvé mort dans sa Jeep. Cette nouvelle-là, est-ce que se dit peut-être à ses antécédents politiques parce qu'il est de l'opposition, ou soit ça pourrait aussi être qu'il avait peut-être des conflits internes dans son propre parti politique, ou soit c'est juste l'insécurité qui se vit ces derniers temps dans la ville provinciale de Kinshasa? Bon, si, selon moi, si on parlait de l'insécurité, là déjà le porte-parole du gouvernement Patrick venait de diffamer, il disait non, il y a la sécurité dans la ville provinciale de Kinshasa. Et puis si on parlait de l'insécurité, donc je ne sais pas moi. Bon, selon moi, selon mes analyses, je parlerai de la politique. Je parlerai de la politique. Bon, moi, la question que je me pose d'abord, comment les ministres... Je sais que vous êtes trop vexé, il ne faut pas faire peut-être des déclarations avant qu'il y ait des enquêtes. Non, je ne porte pas de préjugés, je ne porte pas de préjugés sans analyse, sans avoir des preuves palpables, mais c'est Jean-Crispin. Oui. Bon, je parle selon mes analyses. Moi, la question que je me pose ici est d'abord de savoir comment c'est toujours l'opposition. Comment c'est toujours l'opposition ces derniers temps. Là, on venait d'arrêter Franck Diongo, Salomon Skadi là, et maintenant on veut le perdre encore un membre de l'opposition, le ministre honoraire Chéribin Okende. Donc, moi, la question que je me pose est de savoir comment c'est toujours l'opposition, M. Jean-Crispin. Et là, Patrick Mouya venait de diffamer, il a dit la sécurité est totale. C'était une déclaration et non une diffamation, plutôt une déclaration. Bon, il vient de déclarer qu'il y a la sécurité dans la ville provinciale de Kinshasa. Et puis là, on a kidnappé une autorité comme Chéribin Okende. Et puis, chose grave, devant la Cour constitutionnelle. Mais c'est Jacques. Donc, on vient là de lire un communiqué de la Cour constitutionnelle qui essaie un peu de démentir que M. Chéribin Okende n'a jamais foulé ses pieds à la Cour constitutionnelle. Il paraîtrait que oui, il a été invité pour venir déclarer ce patrimoine. Oui, voilà, mais les ministres, l'ancien ministre, les porte-parole du parti Ensemble pour la République, apparemment, selon la Cour constitutionnelle, ils disent qu'il n'a jamais foulé ses pieds à la Cour constitutionnelle. Par contre, il avait envoyé l'un de ses collaborateurs qui se sont présentés. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a contradiction entre la Cour constitutionnelle ou soit c'est du côté peut-être de la famille politique de Chéribin Okende qui veulent peut-être chercher comment peut-être créer des polémiques entre les pouvoirs en place et l'opposition? Bon, M. Jean-Crispin, si on peut apporter les mensonges, et non, on ne peut pas apporter les mensonges jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle. Pourquoi on peut mentir au nom de la Cour constitutionnelle, M. Jean-Crispin, si ce n'était pas ça le cas? Donc c'est sûr et certain qu'il était au parking de la Cour constitutionnelle, c'est là où il est kidnappé, M. Jean-Crispin. Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas être aussi une manœuvre de l'opposition? Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils veulent saboter les œuvres du président de la République. C'est vrai, bon, c'est un homme d'État, mais quand même arriver jusqu'au point de lui assassiner, comme ça, est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelque chose acceptable, ou soit c'est peut-être aussi la carte de l'opposition qui veut juste salir les pouvoirs en place? Bon, M. Jean-Crispin, si l'opposition voulait salir le gouvernement en place, le régime en place, pas jusqu'au niveau de kidnapper une autorité comme M. Chéribin Okende. En plus, chose grave, il est le porte-parole du parti de l'Ensemble pour la République. Si on pouvait faire ça, mais pas, on ne pourrait pas enlever M. Chéribin, M. Jean-Crispin. Mais c'est Nathan, c'est une manœuvre de l'opposition, peut-être, ou soit l'ancien ministre Chéribin Okende, c'est juste... il s'est trouvé dans une embuscade, ou soit une embuscade dit aussi à l'insécurité qui s'est vue ces derniers temps, ou soit c'est peut-être l'opposition qui veut juste saboter les actions du chef et qui veut juste accuser le président qui porte les sangs. Mais quand même, est-ce que c'est vraiment acceptable? Est-ce que c'est vraiment acceptable que la majorité ou soit les pouvoirs en place arrivent jusqu'au point d'assassiner un homme d'État? Est-ce que c'est vraiment acceptable ou c'est une coïncidence due à l'insécurité? Bon, jusque-là, moi, je reste indulgent parce que le communiqué, je viens maintenant même de lire le communiqué de la Cour constitutionnelle. Moi, je me pose plusieurs questions. Est-ce que
une autorité comme le monsieur, le défunt père son âme, peut être enlevé avec sa voiture. Même si les membres de la Constitution, de la Cour constitutionnelle disent que non, le monsieur a été enlevé, je ne sais pas où. Bon, comment on peut enlever une autorité avec sa voiture et comment, parce que les gens disent que non, il a été enlevé des jours, non? Un jour avant, ok. On l'a retrouvé dans sa voiture. Donc il a été enlevé avec son chauffeur, même ses gardes, retrouvé mort devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est... Non, on dit qu'il est retrouvé mort au poids lourd. Au poids lourd, voilà, au poids lourd. Enlevé devant la Cour constitutionnelle. Enlevé devant la Cour constitutionnelle. Alors la question que je me pose, l'hémicycle n'a pas été avec ses gardes, quoi. Où est son chauffeur jusque-là? Je ne sais pas si les informations viendront de part et d'autre. Jusque-là, nous sommes. Alors, ne lançons pas dans des spéculations, laissons la justice faire son travail. Ici, on doit essayer de faire des enquêtes pour comprendre qui pourrait être l'auteur de son assassinat. Alors ici, c'est pas important déjà d'accuser peut-être la majorité ou soit l'opposition, parce qu'on ne peut pas quand même admettre, bien qu'il soit de l'opposition, qu'il soit assassiné, parce que ça doit encore causer du tort, ou soit ça doit encore causer des problèmes côté de la majorité présidentielle. Nous allons parler de notre deuxième sujet. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter par rapport à l'assassinat de M. Chéribé Okende, parce qu'on veut là déjà entamer notre deuxième sujet. Avez-vous un mot à ajouter? Vous avez un message à adresser à la population congolaise qui nous suit en ce moment? Bon, selon moi, je demande juste à la justice de faire son travail, de mener surtout trop les enquêtes pour savoir qui sont ces kidnappeurs qui ont kidnappé les ministres honoraires Chéribé Okende. Il n'a pas été kidnappé, mais plutôt assassiné. Bon, kidnappé avant qu'il soit assassiné, il était d'abord kidnappé, puis l'assassinat est venu après. Oui. C'est pourquoi je demande à la justice de mener les enquêtes pour savoir qui sont ces gens qui ont kidnappé M. Chéribé Okende et que la justice fasse son travail. Oui, M. Nathan, ça doit être quoi votre message à la population congolaise par rapport à l'assassinat de l'ancien ministre Chéribé Okende, porte-parole du parti politique Ensemble pour la République? Premièrement, je demande à la population congolaise d'avoir la vigilance, de faire de son mieux pour, surtout la justice congolaise, d'établir vraiment les responsabilités pour incriminer les gens qui ont causé cet acte ignominieux qui ne représente rien comme valeur dans notre pays. C'est vraiment inadmissible qu'une autorité comme le monsieur qui a servi ce pays soit assassiné de la sorte. C'est vraiment décevant. Donc laissons la justice faire son travail, les enquêtes se poursuivent, alors nous allons laisser la justice faire son travail. Nous allons entamer notre deuxième sujet. Ici, on doit parler de la dépréciation du taux d'échange. Vous savez que les francs congolais qui continuent toujours de perdre sa vraie valeur aujourd'hui, pourquoi pas peut-être dédollariser les francs congolais, parce qu'aujourd'hui, les loyers, on paye toujours en dollars américains, les frais académiques, les frais scolaires, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est toujours les dollars américains. Où est la place du franc congolais aujourd'hui? Bon, jusque-là, je n'ai pas une notion élevée par rapport à l'économie, mais j'estime que le gouvernement congolais doit mettre en place une commission de veiller sur l'économie du pays. Nous savons tous qu'il y a... Surtout que nous avons un ministre de l'économie nationale. Voilà. Nous savons tous qu'il y a une explication qui est devenue assez dit. Tout le monde dit que non, la guerre de l'Ukraine, le conflit, tout consort. Dans la dépréciation mondiale. Tout consort. Les gens donnent des impressions là. Mais je me demande, dans ce pays qu'on vit, maintenant aujourd'hui, on a quel taux? 25 000, 26 000. Vous voyez, c'est une contradiction. Que les autorités congolaises prennent des dispositions pour régulariser certaines choses. Donc c'est un peu mon apport par rapport à cela. Monsieur Richard Mani, nous parlons de la dépréciation du taux d'échange. Actuellement, nous sommes en train de vivre les francs congolais. Aujourd'hui, 10 dollars et plutôt 1 dollar qui se négocie à 2600 francs. Ça doit être quoi votre impression par rapport à cette dépréciation? Bon, moi, personnellement, je demande d'abord au Premier ministre, Jean-Michel Sama-Lukonde. Bon, c'est à lui de prendre le mesure, M. Jean Crispin. Depuis qu'il y a la hausse des taux de dollars, le Premier ministre n'a jamais fait une sortie médiatique pour parler de cet événement, de cet acte. Aujourd'hui, là, on paye des loyers en dollars, mais les gens sont payés en francs congolais. Je me demande où est la place du gouvernement congolais ici, chez nous.
Donc on est mieux chez soi, mais ici au Congo, donc c'est le contraire. C'est le contraire, M. Jean Crispin. Moi, je demande au Premier ministre de faire une sortie médiatique. Il doit d'abord nous parler pourquoi il y a hausse des prix des taux d'échange, M. Jean Crispin. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, en République démocratique du Congo, bien qu'on soit un pays potentiellement riche, mais nous ne produisons rien, vous acceptez que nous puissions être victimes aujourd'hui cette dépréciation aujourd'hui qui touche la vie sociale des Congolais, aujourd'hui là, l'épargne de la ménager qui est menacée, est-ce que vous pensez vraiment qu'avec avec cette dépréciation du taux d'échange, c'est dû aussi à la non-productivité de l'État congolais? Évidemment, M. Jean Crispin, nous en RDC, bon, jusque-là, je demande... Moi, ma question d'abord est de savoir comment le ministre de l'économie, M. Vital Kamerhe, un pays comme la RDC, on n'arrive pas à produire même le maïs. Et puis, il va aller au Zambie faire acheter le maïs, M. Jean Crispin, comprenez d'abord. Donc, je manque même de propos, je manque de propos à l'égard de cet événement, M. Jean Crispin. Comment, dans un pays comme la RDC, potentiellement riche, et puis on manque même, mais c'est Jean Crispin. Donc moi là, bon, je demande seulement au ministre de l'économie d'assumer son charge, et sa charge vraiment, d'assumer sa charge à propos du taux d'échange. Monsieur Nathan, cette dépréciation aujourd'hui en République démocratique du Congo vient affecter quoi dans la vie sociale de la population congolaise? Bon, maintenant, nous comprenons que la population souffre et il y a justement des prix, des denrées alimentaires, n'en parlons pas au marché. Aujourd'hui, les mipanzi qu'on achetait même à 3 000 francs est devenu plus ou moins 9 000 francs. Mais je reviendrai sur les propos de mon frère Richard Maniang pour dire que non, la responsabilité est partagée. Il y a le ministre de l'économie, il y a aussi le ministre de l'agriculture. Donc c'est au ministre de l'agriculture de veiller, de faire les champs pour créer un peu de produits pour permettre à la population congolaise de consommer. Il ne faut pas seulement jeter incomber le propre au ministre de l'économie qui est juste là comme, comment dirais-je, pour sécuriser l'économie. Mais le ministre de l'agriculture, je ne sais pas son nom, désolé pour ça, mais nous appelons au ministre de l'agriculture de faire des sommiers pour pêche et l'élevage, pour aider la population à vivre mieux. Ça, c'est notre souhait. On devrait d'abord se poser la question, est-ce que son ministère, il y a vraiment un budget qui est alloué pour qu'il puisse peut-être s'organiser à bien faire son travail, ou soit ici. D'abord, moi je pense que c'est aussi un problème du gouvernement national. C'est au gouvernement national, bien qu'on parle aujourd'hui de la décentralisation du pouvoir, chacun dans son secteur, donc chaque ministre est en train de gérer le secteur justement les secteurs qui lui est attribué. Mais d'abord, la supervision ou soit l'évaluation revient ici au Premier ministre, comme l'a dit M. Richard Mani. Mais M. Richard Mani, vous pensez ici que, après peut-être, les Congolais aujourd'hui se disent qu'il y a la vie sociale vraiment est par terre. Est-ce que vous pensez que cela affecte les actions du gouvernement congolais? Oui, normalement pour dire que... Surtout que nous sommes dans une année électorale, nous sommes en train de préparer. Est-ce que avec cette hausse des prix des denrées alimentaires, je sais pas moi, avec cette dépréciation du taux, aujourd'hui les gens qui travaillent pendant 30 jours et on vient leur payer peut-être pas au taux du jour. Il y a les enseignants, les professeurs des universités où peut-être ils sont exigés à un taux peut-être moins du taux du jour. Est-ce que cela affecte aussi la vie sociale pour eux? Mais ces gens qui je vais déjà dire. Donc, combien déjà qui est pour parler de la positivité du régime, du mandat des 5 ans de M. le Président, il faut d'abord que les sociales soient à la base. Jusque-là, depuis que M. le Président Félix Tshisekedi est au pouvoir, les sociales est par terre, M. Jean Crispin. Donc, on souffre de la façon ineffable. On n'arrive pas à comprendre M. Jean Crispin. Donc jusque-là, je me demande à quoi servent les 5 ans du président Félix Tshisekedi. Est-ce que si le problème c'est avec ses collaborateurs, peut-être qu'ils sont en train de lui induire en erreur, ou soit ici c'est peut-être la vision du chef lui-même?
ou soit c'est le gouvernement peut-être qui est derrière tout ça, peut-être c'est le gouvernement qui ne veut pas que... on parle ici du gouvernement de l'Union sacrée, l'Union nationale, si je peux le dire. Est-ce qu'il y a certains qui sont en train de travailler pour l'échec du président de la République? Bon, mais c'est Jean-Crispin, ici je me demande d'abord comment toi, un visionnaire, tu peux accepter de travailler avec les gens qui n'arrivent pas à adhérer dans ta vision. Donc c'est une chose là, c'est au président de la République de s'en charger, de mener les suivis à propos de la hausse des denrées alimentaires. Monsieur Nathan, est-ce que vous pensez aujourd'hui, à l'heure actuelle, on pourra dire que les gouvernements, parmi les membres du gouvernement national, il y a ceux-là qui travaillent au détriment, ou soit il y a ceux-là qui ne veulent pas peut-être, qui travaillent à l'échec, qui veulent à ce que le président puisse peut-être aujourd'hui échouer pour qu'il ne puisse pas se représenter, ou soit qu'il ne soit pas réélu au prochain mandat. Vous pensez vraiment qu'il y a certains membres du gouvernement qui travaillent pour son échec? Merci d'avoir m'accordé la parole. Je vous demanderai de me donner un peu de temps de m'exprimer vraiment. Ça, c'est une chose qui est ici. Alors, parlant du gouvernement, je pense... Vous avez 2 minutes. Je pense que nous devons comprendre une chose, que le président a ces soucis-là. Moi, je les ressens. Vraiment, moi, je ressens que non, le président a le souci d'aider ce pays. C'est juste ses collaborateurs qui ne l'aident pas. Donc, c'est un peu ça. En parlant de la situation sociale de la ville de Kinshasa, moi, je me demande, je m'adresse premièrement au général Sylvano Kassongo, je me demande si la police congolaise a une politique instruite en eux pour ravir les biens de ces mamans-là qui vendent sous les autres nations sous prétexte que ces mamans sont en insécurité. Je ne sais pas si jusque-là le gouvernement a proposé des places appropriées pour ces mamans-là. Elles ne vendront plus là-bas. Elles ne vendront plus là-bas si le gouvernement avait proposé des places pour ces mamans. Mais aujourd'hui, les samedis, si vous vous rendez sur le marché, il y a des policiers qui viennent ravir les biens de ces mamans-là sous prétexte que non, les mamans ne sont pas à la sécurité sous les autres nations. Or, je me demande si le gouvernement avait mis à disposition de ces mamans des places appropriées pour qu'elles vendent leurs marchandises. Il y a des mamans là qui nourrissent des enfants, qui paient des loyers, qui paient des universités de leurs enfants. Mais vous verrez les policiers qui viennent là-bas, qui saisissent les biens de ces mamans, qui n'ont même pas un fonds de 500 000 francs congolais. C'est inacceptable. On est mis chez soi. Mais au Congo, c'est le contraire. Nous vivons dans un pays, je ne sais pas moi, comment dire, même les motards qui circulent ici, quand on trouve un motard en train de commettre une erreur, on le frappe ici comme c'est un animal, comme ça, c'est inacceptable. Nous demandons au gouvernement congolais de vraiment veiller à cela et surtout au commandant de la ville provinciale de Kinshasa, Sylvano Kassongo, vraiment de proscrire cette politique qui est mal instruite, qui voit mal l'image de la police congolaise, d'éradiquer cela. Ici vous parlez des moments desquels marcher, parce que déjà le fait que peut-être les policiers peuvent descendre sur le terrain pour essayer un peu de les protéger, parce que la police a aussi pour rôle de protéger la population et leurs biens. Si peut-être les mamans vendaient, parce que je me rappelle bien, vers les années 2018-2019, il y a eu un accident grave, un accident de circulation au niveau du marché Sélémao, dû peut-être qui avait ravagé beaucoup de mamans, beaucoup de passagers, parce qu'ils vendaient encore des routes. Est-ce que si les policiers se présentaient ici, plus particulièrement parler de quel marché par exemple, que les policiers viennent peut-être pour ravir tout ce que ces mamans-là vendent? Bon, je suis un témoin populaire, comme je viens de le dire. Là c'est dans quel marché? Matadi Kibala même cité pour moi. Mais Matadi Kibala apparemment après l'avènement, lorsqu'il y a eu des morts, coupure du courant, apparemment ce marché-là n'est pas aujourd'hui autorisé, que les mamans puissent vendre. Mais non, le problème c'est quoi? Le gouvernement interdit que les mamans là ne puissent pas venir vendre là-bas. Et où est-ce qu'ils vont vendre? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le gouvernement doit mettre en disposition de ces mamans-là des places appropriées pour que ces mamans-là effectuent leurs activités quotidiennes. Alors, ils vivent à travers ça. Aujourd'hui, vous voulez que ces mamans-là ne vendent plus. Alors, où iront-elles pour exercer leurs activités quotidiennes? Après qu'on puisse leur interdire de ne plus vendre dans ces marchés, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une place, soit il n'y a pas un marché qui leur a été proposé? Non, ça, la responsabilité revient au gouvernement. Mais moi,
je suis intelligent dans tout ça parce que je ne compte pas incriminer ou condamner le gouvernement ni ces mamans-là, mais j'estime que le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités en main. C'est vraiment inadmissible de voir les Congolais souffrir derrière. C'est vraiment une chose là qui est inacceptable. Monsieur Richard Mani, aujourd'hui, les comportements de nos politiciens et plutôt de nos policiers, est-ce que vous appréciez ou soit il y a quelque chose peut-être à décourager? Bon, moi, selon moi, bon, je ne sais pas si avant de recruter un policier, ils ont des critères. Absolument. Je ne sais pas moi. Comment Monsieur Jean Crispin, comment on peut t'arrêter sans mandat, sans être averti que tu es invité au niveau de la section, soit au niveau de la sociale. Au niveau du social pour... On peut inviter une personne, la personne qu'on connaît son adresse, mais lorsqu'on vous interpelle, peut-être qu'on ne connaît pas votre adresse, vous êtes peut-être, il y a des tracasseries, des chauffeurs, des motards. Il y a une manière d'abord. Vous devez d'abord comprendre que, avant d'abord d'agir, il faut comprendre le rôle d'un policier. De protéger les personnes et leurs biens. Mais chez nous ici, c'est le contraire, M. Jean Crispin. Donc, chez nous, les gens arrivent à être mieux. Donc quand ils sont à côté des Kouna, quand ils sont à côté des policiers, M. Jean Crispin. Ici, on préfère être avec les Kouna qu'être avec les policiers. Donc aujourd'hui au Congo, on peut être en sécurité devant peut-être les gens qu'on appelle communément des Kounouna. Oui. Au lieu d'être en sécurité devant les policiers. C'est ça, M. Jean Crispin. Même c'est ça, M. Jean Crispin. Parlant de la façon dont la police interpelle les gens. Je devrais parler de l'ancienne situation de M. Salomon Kalonda. La façon dont qui a été interpellé en plein aéroport. Ce n'était pas lui quand même. C'est une grande personne. On ne soutient pas l'opposition ni la majorité, mais nous aimerions que les autorités prennent des dispositions. Avant d'arrêter une personne, il faut avoir aussi une modestie. Surtout que quelqu'un comme Salomon Kadela, c'est une personne, sa résidence n'est pas peut-être à ignorer. Il devrait être interpellé. Vous pouvez lui déposer peu importe l'acte qu'il avait commis, mais il y a une manière appropriée pour interpeller une personne ou arrêter une personne comme lui. Voilà, Monsieur Richard Mani, on parle aujourd'hui des policiers non instruits. Vous pouvez demander quoi au commandant de la ville province de Kinshasa, parce que actuellement nous sommes en train de voir, c'est comme s'il y a même des Kouloumans qui sont en train d'être recrutés à la police nationale congolaise. Est-ce que ça pouvait être quoi des critères qu'on pouvait mettre en avant de recruter les policiers en République démocratique du Congo? Bon, mais on devait tenir compte de quels critères, par exemple? Bon, normalement, les études d'abord à la base, M. Jean Crispin. La morale aussi. Donc, avant d'être policier, il faut avoir d'abord la morale. Il faut avoir l'éthique en toi. Là, c'est au général, c'est vraiment son mot, de proposer des critères par rapport au recrutement des policiers. Monsieur Nathan Mbewa, selon vous, vous pensez vraiment qu'il doit y avoir des critères pour recruter les policiers ou soit les soldats congolais? Il doit y avoir des critères. Parmi ces critères, vous pouvez peut-être énumérer quelques critères? Oui, bien sûr que oui, qu'il doit avoir des critères. Je m'appuie à mon frère qui vient de parler ici. La moralité, surtout moi, je me tiens souvent sur la moralité. Vous voyez, une personne peut être très intelligente, mais s'il n'a pas la morale, donc c'est en vain. Donc il faut recruter des gens qui ont une bonne morale, de servir les pays dans toutes les activités. Aujourd'hui, on voit des policiers là, ça me fait la peine quand je passe à l'IPEN. Parfois, le PCR là qui demande de l'argent ou des gens qui passent là. Les policiers sont devenus des quémandaires. Les députés sont devenus des quémandaires. Je me pose la question, les députés qui touchent 21 000 $. Et à qui revient la faute? Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister aux policiers quémandaires, aux policiers mendiants peut-être, permettez-moi les termes. Oui. À qui revient cette faute? Bon, moi, je m'adresserai tout droit au gouvernement. Car c'est à lui d'établir des responsabilités. Comment un député qui reste dans une assemblée, même 4 ans, qui ne dit rien, concernant la population, vous payez 21 000 $ et les policiers qui surveillent la ville. C'est 21 000 $,
Ce ne sont pas les seuls. Et la personne qui peut recevoir cette somme. Mais vous pouvez imaginer que nos soldats à l'Est, ils touchent combien? C'est ça 20 000, si c'est trop, c'est 120 000 francs congolais. Comment ils seront en mesure de défendre l'intégrité territoriale de la République? C'est inacceptable. Donc le gouvernement congolais doit établir les responsabilités. Donc moi je pense que non, le gouvernement doit réduire un peu le prix de... Vous savez, aujourd'hui on a le budget de 14 milliards, 16 milliards. Vous savez pourquoi avec quel impact? Oui, avec quel impact, mais c'est un impact vraiment très faible. Parce qu'il y a des autorités qui consomment trop, permettez-moi le terme, je n'accuse pas les autorités, c'est juste que les déplacements des autorités par-ci par-là coûtent beaucoup dans notre budget. Alors il faut revoir ça et stabiliser la sociale de notre pays. Une chose qui est sûre, dans le pays, si vous pouvez réussir, il faut stabiliser la sociale, l'économie, le système éducatif. Parlant du système éducatif, je me rejoins à l'IPEN. Nous sommes des étudiants au sein de l'IPEN. On n'a aucune université. J'allais dire, désolé pour le terme. Aucune bibliothèque, j'allais dire. Aucune bibliothèque qui peut nous permettre de mener nos recherches. Maintenant, on nous a instauré le système LMD. Le système LMD veut dire demande de recherche. Oui, demande de recherche. Où irons-nous pour faire ces recherches? C'est inadmissible. On nous a réhabilité des bâtiments administratifs, on n'en disconvient pas, c'est une bonne chose. À un moment donné, les autorités doivent établir une ligne de démarcation entre la priorité et l'urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est la grève des professeurs. Et la priorité, c'est la réhabilitation des auditoires ou des universités. Il faut d'abord voir l'urgence. Voilà. Mais et voient seulement la priorité qui est la réhabilitation des universités. Je donnerais même une expression, c'est comme si nous sommes dans une belle maison mais on ne mange pas bien. C'est ça l'expression. Parce que nous étudions ventre enflammé dans le oui. Nous sommes dans une université mais les professeurs ne viennent pas dispenser les cours. Donc nous sommes là pour rester dans des beaux bâtiments mais on ne reçoit pas les cours, donc c'est inadmissible. Voilà, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que nous avons énormément de sujets à débattre, surtout qu'ils sont en train de... Mais vous savez qu'aujourd'hui, actuellement, le système éducatif, avec le système LMD surtout, on vous a aussi imposé l'Internet 1.0. Est-ce que vous voulez aujourd'hui comparer les bibliothèques? Il faudrait que les universités congolaises aient dans leur alma mater différentes bibliothèques ou soit aujourd'hui les Wi-Fi, soit la connexion Internet vient remplacer les bibliothèques. D'abord, premièrement, nous devons comprendre que non, l'ancienne habitude qui était celle d'avoir une bibliothèque dans chaque université, c'est une meilleure chose, c'est une meilleure idée. Alors aujourd'hui, c'est la prise de conscience chez nous les étudiants. Vous pouvez imaginer, on peut avoir le réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi si je peux dire, mais les étudiants, si ils n'ont pas la responsabilité ou la considération de mener les recherches, ça sera en fait. Et à qui revient cette faute? À qui incombe la faute aujourd'hui? C'est aux étudiants ou soit c'est au gouvernement congolais? Parce que le gouvernement a fait quand même l'effort de remplacer aujourd'hui les bibliothèques par des réseaux, plutôt la connexion Internet. Mais apparemment c'est vous les étudiants qui ne prenez pas en considération ou soit qui négligez peut-être faire vos recherches sur Internet comme recommandé actuellement. Bon, la responsabilité elle est partagée. Si on peut dire la responsabilité elle est partagée, d'autre part ça revient aussi à nous les étudiants, d'autre part ça revient aux autorités. À l'IPEN, je ne sais pas moi, je ne sais pas où j'ai vu la bibliothèque qui peut recevoir des étudiants. Si aujourd'hui on s'est décidé... Mais je suis aussi ancien de l'IPEN quand même. L'IPEN à notre époque, il y avait une bibliothèque. Vous l'avez bien su dit, vous êtes ancien de l'IPEN. Nous parlons du présent. Nous sommes de l'IPEN. Et cette bibliothèque, elle est passée où? Elle est fermée actuellement? Je ne sais pas. Bien qu'elle était un peu pauvre, on doit quand même l'admettre. Derrière le bureau de directeur, oui. Aujourd'hui on parle de la rectrice. On voit quelque chose là, je ne sais pas. C'est un bureautique. Si c'est un bureautique, oui, une bibliothèque une bibliothèque, bien qu'elle n'est peut-être pas viable, mais c'est quand même une bibliothèque. Ça va recevoir combien des étudiants? C'est ça aussi les problèmes. On a combien de facultés là-bas? C'est ça aussi les problèmes. Alors, on aimerait dire ceci, que le gouvernement fasse son travail. Vous comprenez que à l'IPEN, on a réhabilité
les auditoires, les bâtiments administratifs, on n'en discute même pas. C'est une chose à louer. C'était pas ça la priorité? C'est un coup de chapeau au chef de l'État. Mais les autorités doivent faire la différence entre une priorité et l'urgence. Au départ, lorsqu'on a commencé l'année académique de cette année même, en cours, les professeurs ne venaient pas au cours, dit aux différentes préoccupations ou des accords signés entre le gouvernement et les autorités. Réclamations. Et ils ne venaient pas au cours. Or, les autorités doivent établir une ligne de démarcation entre la priorité et l'urgence. La priorité, c'est de réhabiliter les universités de l'État. Mais l'urgence, c'est les enseignants soient payés. Les enseignants soient payés, surtout soient rémunérés. Voilà. Pour qu'eux aussi dispensent les cours dans un état normal. Mais nous constatons comment dirais-je, une contradiction par rapport aux accords signés par le gouvernement. Monsieur Richard Mani, aujourd'hui on parle peut-être de la connexion internet Wi-Fi gratuite déjà dans toutes les universités publiques. Est-ce que la connexion internet aujourd'hui vient remplacer les bibliothèques au sein de nos universités congolaises? Monsieur Jean-Christophe, vous devez déjà savoir que les Wi-Fi n'ont rien à voir avec une bibliothèque. C'est pas tout le monde qui a les possibilités d'avoir un téléphone pour mettre des recherches sur Internet. Donc, normalement, aux critères que doivent répondre une université, d'abord, il y a aussi des bibliothèques. Donc, obligatoirement, il faut qu'il y ait une bibliothèque dans une université. Même pas des bibliothèques. Je parle d'abord de parce que chez nous, on n'a même pas une bibliothèque. Non, il ne faut pas dire ça. Je venais là de vrai cadrer un peu. Parce que, comme je l'ai dit, il y a quand même une bibliothèque à l'UPEN. L'UPEN avait une bibliothèque, mais pour le moment, monsieur, je mets quiconque au défi d'aller me montrer là où se trouve une bibliothèque à l'UPEN. Je suis d'accord avec. Donc, je suis étudiant de l'UPEN, monsieur Jean-Christophe, je vous assure qu'à l'UPEN, il n'y a aucune bibliothèque. Je ne sais pas moi. Bon, vous savez, il y a un adage qui dit tel père, tel fils. Donc nous sommes comme ça. Donc ça reflète ce que nos pères scientifiques étaient déjà. Donc ça reflète leur quotient intellectuel. Donc nous sommes que le fruit de leur sémence, M. Jean-Christophe. Donc moi, là, par rapport aux responsabilités, je demande d'abord au gouvernement. C'est le gouvernement qui a à 100% des responsabilités. Le gouvernement doit d'abord remplir. Donc les 85% des responsabilités interviennent au gouvernement. C'est pas d'abord attaquer directement aux étudiants, M. Jean-Christophe. Imaginez-vous une université pédagogique. En plus, chose grave, le mot pédagogique. Quand même, vous devez même avoir peur de mots. La valeur à ces mots. On pourrait même avoir toutes les dispositions par rapport aux autres universités. Si ça ne va pas, on pourrait même changer. On pourrait même aller la dénomination à des mots pédagogiques. Éradiquer même. Ça fait la honte de la pédagogie, M. Jean-Christophe. C'est pas ça la science. Donc aujourd'hui, parce que je l'ai dit, apparemment, l'Internet 2.0, le gouvernement va chercher à se défendre en disant qu'ils ont doté de la connexion Internet gratuite. Vous comprenez déjà que la connexion de l'UPEN, c'est la terme de Jean-Christophe. Donc, la connexion, c'est juste pour les téléphones. Est-ce que vous pouvez parler? Avec les téléphones, vous pouvez télécharger un service de 300 pages. Bon, au gouvernement congolais, nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération les désirata ou soit ce que demandent les étudiants congolais. Ils veulent à ce qu'il puisse y avoir de bibliothèques au sein des différentes universités pour que ces dernières puissent leur permettre de bien mener leurs recherches. Nous allons faire un effort peut-être de contacter quelques collaborateurs du ministre de Russie pour qu'on échange avec eux à ce sujet. Alors, M. Richard Mani, c'est comme si vous avez j'allais aussi ajouter déjà, vous devez déjà savoir qu'il y a l'UPEN. Nous, depuis que l'année a commencé, dans une semaine, si on fréquente l'université que 3 fois, et puis dans 3 fois là, vous étiez peut-être qu'une seule fois. Donc, je ne sais moi, à quoi bon de payer les $315 demandés à l'UPEN? Je ne trouve pas l'importance des $315. Donc vous êtes en train d'étudier actuellement avec les systèmes modulaires? Oui, donc nous étudions 3 fois par semaine, M. Jean-Christophe.
En plus, dans les 3 fois là, on appelle même ça les jours impairs. Soit c'est l'avant-midi, soit c'est l'après-midi. D'ailleurs, ça, c'est aux après-midi. Et les volumes d'horaire ne sont pas respectés. Pour faire à l'université, le professeur ne vient pas. Ou soit, manque des auditoires. C'est là, il dit, c'est là, il dit à la manque des auditoires. Et puis, le manque des professeurs. Bon, là, les enseignants ne se présentent pas. La question dont moi je me pose, on a réhabilité les auditoires, on a réhabilité les hommes. Comment on n'arrive pas le gouvernement nous dit, on va attendre les gens de la francophonie, on va attendre les gens de la francophonie pour occuper les hommes là. C'est inacceptable. J'ai des amis qui viennent de Limba, qui ne viennent pas au cours parce qu'il y a l'insécurité dans ces pays. On kidnappe les gens. Ils devraient être logés dans des homes. Voilà, c'est ça. Ils sont dans l'impossibilité de venir en temps réel. Dit aussi aux embouteillages, différentes insécurités dans ces pays. Alors, à ces stades-là, vous voulez nous dire quoi? Les gouvernements congolais, que le Premier ministre Michel Samanou Konde prenne sa disposition ou prenne la responsabilité qui revient sur son épaule et donner des directives à suivre par rapport à la situation actuelle. Voilà, mesdames et messieurs, vous sentez qu'on a vraiment beaucoup de sujets, mais malheureusement, nous sommes à la télévision. La télévision, c'est aussi l'air. Alors, nous sommes obligés de chuter. Voilà, c'était le magazine Act Today. Nous avons réussi pour vous 2 étudiants analystes et politiques. On a échangé avec eux. Ils sont respectivement tous des étudiant à l'Université pédagogique nationale. Monsieur Richard Manyanga, nous sommes arrivés à la fin. Ça doit être quoi votre dernier message, surtout à la population et plutôt surtout au gouvernement congolais, aussi à la population qui vous suit. Vous pouvez aussi saluer 2-3 personnes. Là, moi, je demande déjà au gouvernement, mais particulièrement... Vous avez 35 secondes, 40 secondes. Particulièrement au ministre de l'ESI, M. Moïndo Nzangi, de prendre des précautions par rapport aux enseignements donnés au sein de l'Université pédagogique nationale du PNACI. Parce que comme ça, on ne saura pas étudier comme ça. Avec des problèmes que nous sommes en train de surmonter chaque fois à l'université, donc ça ne va pas, monsieur le ministre. S'il y a moyen d'assumer vos responsabilités, monsieur le ministre. Et puis là, je salue en passant le Big Madier Mathieu Ndiondo, mon grand frère Serge Bouche, Sébastien Mapouara, Josué Yangani, mon pote à moi, je vous salue vraiment. Monsieur Nathan Bewa, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine du jour. C'est quoi votre message de la fin pour aujourd'hui, au gouvernement congolais, aussi à la population congolaise qui suit en ce moment? Oui, je demanderais premièrement au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités en main, de vraiment essayer de réglementer la situation. Vous savez, dans notre pays, nous recevons même les décisions procuratrices, si je peux dire. Nous sommes dans un pays comme ça, on dit qu'on est indépendant. Jusque-là, on n'a jamais eu une élection éligible, transparente et apaisée dans ces pays. Donc nous le savons tous, on n'accuse pas le gouvernement. Partout au monde d'ailleurs, il y a toujours... Ça, ce sont des décisions, comment dirais-je, aléatoires. Alors qu'à cela ne tienne, je demande à la population congolaise de prendre les responsabilités en main, de faire le mieux pour surmonter certaines choses qui nous arrivent. Aussi, la responsabilité revient au gouvernement d'établir l'ordre. En passant, je salue mon père, révérend Etienne Béon, que je salue en passant, et aussi ma fille chérie, Réna et sa mère, puisque je vous aime bien. Merci. Ainsi prend fin votre magazine du jour. Nous avons parlé de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et surtout aujourd'hui nous sommes venus faire l'analyse sur l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et des Communications, les porte-parole du parti de l'opposition Ensemble pour la République, Chéribin Okende. Nous avons également parlé de la dépréciation du taux d'échange. Vous savez que depuis un temps, les francs congolais perdent sa valeur. Alors on a échangé, cela affecte quoi à la vie sociale de la population congolaise. Continuez de nous faire confiance, continuez de vous abonner sur notre chaîne, la chaîne des informations contre les mésinformations JC4 TV. Nous vous aimons, alors pas nous sans vous, pas vous sans nous. Continuez de nous soutenir, nous allons surtout nous retrouver dans nos prochains numéros. À très bientôt. Voilà.